Bonjour à tous. Il y a 8 mois, j'ai emmené ma mère au tribunal. La raison était que ma mère avait abandonné ma fille de 5 ans dans un parc, simplement parce que j'avais porté plainte contre mon frère, son enfant chéri, pour avoir volé $20 000 de la vente de ma voiture afin de les flamber dans un casino. Après ce qui s'est passé, même si je ne le voulais pas, je devais protéger mon enfant. Suivez cette histoire pour comprendre pourquoi j'ai dû prendre une décision aussi difficile. Bonjour. Je m'appelle Holden, j'ai 33 ans, et je travaille comme directeur des ventes pour Oakwood Furniture, une entreprise spécialisée dans les meubles en bois basée à Denver, au Colorado. Je vis avec ma femme, Bailey, et notre fille, Alani, dans une maison à 2 étages d'un quartier résidentiel calme. Bailey, qui a 31 ans, est directrice marketing pour une entreprise technologique en pleine croissance, et Alani, notre petite princesse de 5 ans, est actuellement en maternelle à l'école primaire Rocky Mountain. Je me souviens encore vivement de ces premiers jours après que Bailey et moi nous soyons mariés. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence professionnelle en 2016, où je représentais l'entreprise de meubles, et elle était là en tant qu'experte en marketing. Après 3 ans de relation, nous avons décidé de nous marier à l'automne 2019. Une fois le mariage terminé, nous avons acheté la maison où nous vivons maintenant, un grand jardin rempli d'érables rouges et un espace adapté aux enfants. En 2020, pendant les moments difficiles de la pandémie, Alani est née, comme un rayon de lumière perçant l'obscurité. Elle a mes yeux marrons et un sourire éclatant qui fait fondre mon cœur à chaque fois. Dès le début, Alani est devenue la plus grande joie et le but de ma vie. Ses premières années à l'élever furent agréables. Ma mère, Viola, venait souvent et adorait sa petite fille. Elle apportait de jolies petites tenues, lisait des contes de fées à Alani, et demandait même parfois à la garder pour la nuit afin que Bailey et moi puissions avoir du temps pour nous. D'une voix tendre, ma mère caressait doucement les cheveux d'Alani et disait « Tu es le petit ange de mamie ». Alani riait et courait dans ses bras chaque fois qu'elle disait cela, la serrant fort comme si elle ne voulait jamais la lâcher. Les soirs de week-end, nous nous réunissions souvent chez ma mère. Bailey cuisinait avec elle pendant que je jouais avec Alani dans le jardin, et toute la maison résonnait de rire. À l'époque, j'avais l'impression que la vie était parfaite. Je pensais que ces petites choses nous rendraient heureux pour toujours. Mais quelque chose s'est produit il y a 6 mois qui a tout changé. Je me souviens encore de ce jour. C'était un mercredi. J'avais une réunion importante avec un partenaire pour signer un contrat majeur de production de meubles en bois. Cette commande était énorme. Nous exportions en France, et le partenaire s'était envolé pour Denver afin de me rencontrer. Nous avions convenu de nous rencontrer à 15 heures au bureau de mon entreprise pour finaliser un accord de $700 000, un montant qui pouvait complètement changer l'avenir de notre entreprise. Ce matin-là, ma femme, Bailey, se préparait à embarquer sur un vol pour Londres pour un voyage de travail crucial pour son entreprise. Tandis qu'elle faisait ses valises, elle s'est tournée vers moi, inquiète. Avec préoccupation, Bailey a demandé, une fois que je serai parti, comment iras-tu chercher Alani? Combien de temps durera ta réunion? En entendant sa question, j'ai répondu avec confiance, ne t'inquiète pas. J'appellerai ma mère et lui demanderai d'aller chercher Alani. Elle est toujours prête à aider. Bailey a acquiescé, bien qu'elle semblât encore un peu mal à l'aise. Vers 14 heures, après le décollage de l'avion de Bailey, j'ai appelé ma mère. Quand ma mère a décroché, j'ai dit « Maman, j'ai une réunion importante cet après-midi. Peux-tu aller chercher Alani à l'école pour moi ?» Sans hésitation, ma mère a répondu joyeusement « Bien sûr. Ne t'inquiète de rien. Va à ta réunion. J'irai la chercher. » En l'entendant accepter, je me suis senti soulagé et j'ai dit « Merci beaucoup. Je viendrai chercher Alani après la réunion. » Après cet appel, je lui ai fait entièrement confiance et je me suis concentré sur la préparation de la plus grande réunion de l'année. À 15 heures précises, je suis entré dans la salle de conférence pour rencontrer notre partenaire français, Monsieur Marcel Dubos, un homme d'affaires raffiné d'une 50aine d'années, avec 25 ans d'expérience dans l'industrie du meuble haut de gamme. Quand il m'a vu, Marcel a souri et a dit « Je suis très impressionné par la qualité des produits de votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons finaliser ce contrat. » J'étais ravi et j'ai répondu « Nous sommes honorés de collaborer avec votre entreprise. » Après ces salutations formelles, je savais que ce moment serait un tournant dans ma carrière. Ce que je ne réalisais pas, c'est qu'un cauchemar m'attendait au coin de la rue, et la personne qui allait le déchaîner était ma mère. La réunion se déroulait sans accroc depuis les 60 premières minutes.
Nous étions en pleine discussion sur les spécifications techniques et les délais de livraison quand soudain mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était un numéro inconnu. J'ai appuyé sur refuser et j'ai continué la réunion. En m'excusant, je me suis tourné vers Monsieur Marcel et j'ai dit « Désolé pour l'interruption. Continuons avec les modalités de paiement ». Au moment où il acquiesçait, le téléphone a sonné de nouveau. Même numéro. Monsieur Marcel m'a regardé et a dit « Holden, vous devriez peut-être répondre. Cela pourrait être important. » Suivant son conseil, j'ai hésité une seconde avant de répondre à l'appel. Juste après avoir dit « Bonjour », une voix masculine grave s'est fait entendre « Bonjour. Ici l'officier Johnson du département de police de Denver. J'essaie de joindre Monsieur Holden Morrison. » Au moment où j'ai entendu cela, mon cœur s'est arrêté. « Oui, c'est Holden », ai-je répondu, la voix tremblante. « Y a-t-il un problème, officier ?» Puis, d'un ton sérieux, l'officier Johnson a dit « Nous avons trouvé une petite fille nommée Alani Morrison. Elle est actuellement au poste de police. » À cet instant, j'ai eu l'impression que mon monde entier s'effondrait. J'ai presque crié « Ma fille est là. Est-elle blessée ?» Quelques secondes plus tard, l'officier Johnson a répondu « Elle n'est pas blessée mais terrifiée. Pouvez-vous venir au poste immédiatement ?» À ce moment-là, je me suis levé et j'ai dit « J'arrive tout de suite. S'il vous plaît, occupez-vous d'elle. » L'officier Johnson a répondu sur le champ « Nous vous attendrons. Elle est en sécurité ici. » Après avoir raccroché, je me suis tourné vers Monsieur Marcel, le visage pâle. D'une voix précipitée, j'ai dit « Monsieur Marcel, je suis tellement désolé. Ma fille est en situation d'urgence. Je dois y aller. » Quand il a entendu cela, Monsieur Marcel s'est levé avec un air préoccupé et a dit « Allez-y. La famille passe avant tout. Nous nous reverrons plus tard. » Je l'ai remercié et je me suis précipité hors de la salle de réunion, laissant derrière moi l'accord de $700 000 que j'avais passé des mois à préparer. Sur le trajet vers le poste de police, 1000 questions fusaient dans mon esprit. Pourquoi Alani est-elle là? Où est ma mère? Que s'est-il passé? À ce moment précis, j'ai eu le pressentiment que quelque chose de terrible était arrivé à ma fille. Pendant le trajet vers le poste de police, j'ai continué à essayer d'appeler ma mère. Ma main gauche agrippait le volant tandis que ma main droite tenait le téléphone. J'ai composé son numéro à plusieurs reprises. Les 2 premiers appels sont restés sans réponse. J'ai commencé à me demander, où est-elle? Pourquoi ne décroche-t-elle pas? Les 3e, 4e et 5e appels, même résultat. Soit le message disait que le numéro ne pouvait pas être joint, soit ça sonnait indéfiniment sans réponse. À chaque appel manqué, les questions dans mon esprit se multipliaient et devenaient incontrôlables. Je me suis demandé si ma mère avait peut-être eu un accident et si, d'une manière ou d'une autre, Alani s'était retrouvée au poste de police à cause de cela. Mes mains tremblaient et je sentais une sueur froide perler sur tout mon corps. En même temps, une lourde vague de culpabilité m'a submergé, comme un couteau planté directement dans ma poitrine. J'ai commencé à me blâmer, pensant que j'étais un père terrible qui avait fait passer les affaires avant ma famille. Puis des images d'Alani ont commencé à défiler dans mon esprit comme des scènes d'un film, son sourire radieux le premier jour d'école, la façon dont elle me serrait fort dans ses bras chaque soir avant de se coucher, la façon dont elle disait toujours « Papa, je t'aime plus que tout au monde. » Et puis une pensée horrible m'a soudain traversé l'esprit, ma mère avait-elle fait quelque chose à Alani? Mais j'ai instantanément repoussé cette pensée. Je me suis dit, impossible. Elle aime Alani. Elle ne lui ferait jamais de mal. Dans ces derniers instants avant d'arriver au poste, j'avais l'impression d'être piégé dans un cauchemar où la peur et la réalité se confondaient tellement que je ne pouvais plus distinguer ce qui était réel de ce qui n'était que mon imagination. 30 minutes après avoir quitté la réunion, je suis arrivé au département de police de Denver. Ces 30 minutes m'ont semblé durer 30 ans, chaque seconde s'étirant sous le poids de l'inquiétude, me broyant la poitrine. Alors que je me précipitais à l'intérieur, l'officier Johnson attendait déjà à l'accueil. C'était un homme d'une quarantaine d'années, avec un visage aimable et des yeux pleins d'empathie. Quand il m'a vu, il s'est approché et a dit « Monsieur Morrison, votre fille est sous notre garde. Elle s'est un peu calmée maintenant. » J'ai immédiatement demandé « Est-elle blessée? Que s'est-il passé ?» Tandis qu'il me conduisait dans le couloir, l'officier Johnson a expliqué « Vers 15h40,
nous avons reçu un appel d'un passant signalant une petite fille qui pleurait seule au parc Riverside depuis plus de 15 minutes, sans aucun adulte à proximité. À ce moment-là, une vague de colère a commencé à monter en moi. Il a continué, 10 minutes après le signalement, nous sommes arrivés sur les lieux. Alani était extrêmement effrayée et sanglotait de manière incontrôlable. Quand nous avons essayé de lui parler, elle ne pouvait pas dire grand-chose. Ces mots ont brisé mon cœur en 1000 morceaux. L'officier Johnson m'a conduit dans une petite pièce peinte d'un bleu doux, avec quelques jouets d'enfants éparpillés. Et elle était là, Alani, assise sur une petite chaise, serrant l'ours en peluche que Bailey lui avait acheté. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, ses cheveux en désordre et ses vêtements légèrement froissés. Elle a couru dans mes bras quand elle m'a vu, pleurant à chaudes larmes. « Papa, j'ai eu si peur. Mamie a dit qu'elle m'achèterait une glace, mais ensuite elle a disparu. » En entendant cela, je l'ai serrée fort contre moi, et une vague de fureur a déferlé comme un raz-de-marée. Une fois Alani calmée, l'officier Johnson a continué. Quand nous l'avons amenée ici, elle était encore très secouée. Nous l'avons réconfortée et lui avons donné de la glace. Après cela, elle s'est détendue et a pu nous donner votre nom, votre profession et le nom de son école. J'ai rapidement répondu, merci infiniment à vous tous. Il a hoché la tête et m'a adressé un petit sourire compréhensif. Puis, me souvenant de ma mère, je lui ai dit, je n'ai pas pu joindre ma mère depuis que je suis monté en voiture. Je ne sais pas s'il lui est arrivé quelque chose. L'officier Johnson a répondu immédiatement, nous avons examiné les images de vidéosurveillance du parc et des caméras de circulation à proximité. La bonne nouvelle, c'est que votre mère est physiquement en sécurité. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a abandonné votre fille au parc et est partie. D'après les images, une femme plus âgée a amené Alani là-bas vers 15h15, l'a laissée et s'en est allée. D'autres caméras l'ont filmé montant dans un véhicule et partant. Nous continuons à extraire d'autres images pour obtenir des preuves solides pour l'affaire. En entendant cela, j'ai senti mon sang bouillir de rage. Puis l'officier Johnson a ajouté, nous aurons besoin que vous fassiez une déposition officielle. Cela pourrait être qualifié de cas d'abandon d'enfant. À cet instant, j'ai su sans le moindre doute que je ne pardonnerais jamais à ma mère ce qu'elle avait fait. Après avoir fait ma déposition à la police, j'ai emmené Alani chez ses grands-parents maternels, les parents de Bailey. Leur maison était chaleureuse et réconfortante, à seulement 10 minutes en voiture de la nôtre. Dès que j'ai expliqué ce qui s'était passé, Linda, la mère de Bailey, a serré Alani dans ses bras. D'une voix tremblante, elle a dit, « Oh mon Dieu, ma chérie, tu es en sécurité maintenant. » Robert, le père de Bailey, a doucement caressé les cheveux d'Alani et s'est tourné vers moi en disant, « Laisse-la avec nous ce soir. Nous prendrons bien soin d'elle. » Une fois que j'ai été sûr qu'Alani était en sécurité et entre de bonnes mains, je suis allé directement chez ma mère. Il était près de 20h, mais la colère qui bouillait en moi ne pouvait pas attendre jusqu'au matin. 30 minutes plus tard, je me suis retrouvé devant la maison où j'avais grandi, la maison familière avec la clôture blanche et le petit jardin que ma mère entretenait toujours. Mais cette nuit-là, elle ne semblait plus ni chaleureuse ni réconfortante. Je me suis garé devant, le cœur battant de rage et de déception. J'ai sonné à la porte à plusieurs reprises, chaque pression étant un coup de fureur. Environ une minute plus tard, ma mère a ouvert la porte. Elle n'a pas eu l'air surprise de me voir, son visage était d'un calme troublant, comme si elle s'attendait à ma visite. Au moment où je l'ai vue se tenir là avec cette expression, je n'ai plus pu me retenir. J'ai crié, « Comment as-tu pu faire ça à Alani? Elle n'a que 5 ans. » Ma mère m'a regardé froidement et a répondu, d'un ton plat inquiétant, « Elle va bien. » Je lui apprenais à retrouver son chemin. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mon sang a commencé à bouillir. Tremblant de colère, j'ai dit, « Elle a 5 ans, maman. On ne fait pas ça à un enfant. C'est un crime. C'est de l'abandon. C'est ta petite fille, ma fille. » Sans ciller, ma mère m'a regardé dans les yeux avec un sourire glaçant et a demandé, « Alors, maintenant tu sais ce que ça fait de perdre un enfant, n'est-ce pas ?» Quelque chose dans cette phrase clochait. J'ai plongé mon regard dans ses yeux et j'ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis son regard s'est transformé en pure haine. Soudain, elle a hurlé, « Tu as jeté mon fils en prison, alors je voulais que tu ressentes ce que c'est que de perdre quelqu'un que tu aimes. » Cette phrase m'a frappé comme un coup de foudre. Je me suis assis sur le canapé du salon, accablé, tandis que la prise de conscience s'installait, ma mère avait planifié sa vengeance, utilisant ma fille innocente comme pion.
Et puis les souvenirs ont afflué. Je me suis souvenu comment, il y a 20 ans, quand j'avais 13 ans et Graham en avait 8, notre père était mort dans un accident. À partir de ce moment-là, ma mère nous a élevés seuls, mais au lieu d'être juste comme notre père l'avait été, elle a déversé tout son amour sur Graham. Quand Graham avait 12 ans et voulait apprendre la guitare, elle lui a acheté une guitare acoustique à $300. Quand j'avais 17 ans et que j'ai demandé un ordinateur portable pour l'école, elle a refusé, disant que la famille avait des difficultés financières. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit « Holden, tu es l'aîné. Tu dois comprendre et faire des sacrifices pour ton frère. » C'est à ce moment-là que j'ai appris la douloureuse leçon de faire passer mon frère en premier. Graham a grandi gâté. Il s'est inscrit à un programme de musique à l'université mais a abandonné pour poursuivre son rêve d'artiste libre. Il a enchaîné les petits boulots, disque jockey, producteur de musique, vendeur en ligne, même streamer de jeux vidéo. Ma mère le défendait à chaque fois qu'il échouait, disant « Il cherche juste sa voie. Il a besoin de temps pour briller. » Et à chaque excuse, mon ressentiment grandissait. Au fil des ans, j'ai aidé Graham d'innombrables fois. Quand il ne pouvait pas payer son loyer, je le couvrais. Quand il avait besoin de réparation pour sa voiture, je lui prêtais de l'argent. Quand il voulait acheter du matériel de musique, on attendait de moi que j'aide mon petit frère. Au cours de la dernière décennie, j'avais prêté à Graham près de $20 000, dont aucun n'a jamais été remboursé. Puis, il y a un an, Graham a dépassé les bornes. Je venais de vendre mon ancien véhicule utilitaire sport et j'avais gardé les $20 000 en espèces dans mon bureau à la maison, prévoyant de les déposer le lundi. Nous n'avions pas de coffre-fort, pas besoin, car nous manipulions rarement de l'argent liquide ou n'avions d'objets de valeur. Ce week-end-là, Graham est venu nous rendre visite. Pendant que Bailey, Alani et moi étions sortis acheter des provisions pour un repas que nous comptions lui préparer, il a discrètement fouillé dans nos affaires. Quand nous sommes revenus, Graham était parti. La maison était en désordre. J'ai immédiatement vérifié le tiroir du bureau, et les $20 000 avaient disparu. J'avais l'impression d'être dans un état second. Après avoir examiné les images de vidéosurveillance, je l'ai vu sur la caméra, tenant l'argent et sortant en courant de notre maison. Je l'ai appelé tout de suite, paniqué. Graham a répondu « Holden, j'ai de gros ennuis. Je te jure que je te rembourserai. » Essayant de rester calme, je lui ai dit « J'ai déjà appelé la police. Tu as 20 minutes pour rendre cet argent, ou ne me reproche pas ce qui arrivera. » Quand j'ai mentionné la police, il a raccroché et n'est jamais revenu. 10 minutes plus tard, la police est arrivée. J'ai remis les images et j'ai fait ma déposition. Le lendemain, Graham a avoué au poste. Il a admis avoir pris l'argent pour jouer au casino, espérant gagner gros et rembourser ses dettes. Au lieu de cela, il a tout perdu en une nuit. Quand je lui ai rendu visite au poste, il a plaidé « Je te rembourserai. Je te jure, c'est la dernière fois. » Mais je me sentais profondément trahi, alors j'ai décidé que je n'allais plus le couvrir. J'ai porté plainte pour vol. Quand ma mère l'a appris, elle m'a appelé en larmes, me suppliant de retirer les accusations. Entre deux sanglots, elle a dit « Graham est ton frère. Tu ne peux pas le mettre en prison. » J'ai répondu fermement « Je l'ai couvert trop de fois. Je ne peux plus le faire. » Elle est devenue complètement silencieuse, puis a raccroché. Finalement, Graham a été condamné à 28 mois de prison pour vol. Pendant tout le procès, ma mère a refusé de me parler. Puis, 2 mois après son incarcération, elle est soudainement réapparue chez moi, agissant normalement, jouant avec Alani, aidant même Bailey à cuisiner comme elle le faisait toujours. Son comportement m'a fait penser qu'elle avait accepté ce qui s'était passé, peut-être même qu'elle m'avait pardonné. Je me suis senti soulagé, pensant que les choses revenaient à la normale. Mais maintenant, assis dans le salon de la maison où j'avais grandi, après l'avoir entendu admettre qu'elle avait abandonné Alani par vengeance, j'ai enfin vu la vérité, elle n'avait jamais changé, elle n'avait jamais cessé de choisir Graham, et elle planifiait cela depuis longtemps. Après cela, je ne savais plus quoi lui dire. Je ne pouvais pas crier. Je ne voulais pas me disputer. Je me suis juste levé pour partir. Avant de sortir, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Tu as utilisé un enfant de 5 ans pour te venger. Je porte plainte pour abandon d'enfant. » Elle a hurlé, « Tu vas poursuivre ta mère en justice. Tu as déjà mis ton frère en prison. Maintenant, tu envoies la femme qui t'a donné naissance. » Ignorant sa fureur, je me suis retourné et je suis sorti,
claquant la porte derrière moi. Je savais que je venais de perdre ma mère, mais je devais protéger ma fille. À cet instant, j'ai ressenti une douleur profonde et lancinante, mais aussi une détermination féroce. Alani ne revivrait plus jamais rien de tel. Cette nuit-là, après avoir pris une douche et dîné, vers 23 heures, j'ai passé un appel vidéo à Bailey. À cause du décalage horaire, il était 6 heures du matin à Londres. Elle venait de se réveiller. Quand mon visage est apparu à l'écran, Bailey a demandé, la voix pleine d'inquiétude, « Tu as l'air épuisé. Comment s'est passée la réunion ?» J'ai soupiré lourdement et j'ai dit, « Bailey, je dois te dire quelque chose de sérieux. » En entendant le ton de ma voix, Bailey s'est redressé et a demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» Alani va bien ? Au cours des 20 minutes suivantes, j'ai tout raconté, de l'appel de la police à la confrontation avec ma mère. Bailey a écouté, ses yeux s'écarquillant à chaque détail. Quand je suis arrivé à la partie où Alani a pleuré et dit « Mamie a disparu », Bailey a soudainement fondu en larmes. Entre des mots tremblants, elle a dit « Comment ta mère a-t-elle pu faire ça à Alani ? Elle n'a que 5 ans. » Entendre ma femme pleurer m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Après cela, Bailey a essuyé ses larmes et a dit « J'annule tout et je rentre aujourd'hui. » Quand j'ai entendu cela, j'ai secoué la tête et j'ai répondu « Tu n'as pas besoin de te précipiter. Je gère la situation. Ton travail là-bas compte aussi. » Après une pause, Bailey a demandé « Que vas-tu faire concernant ta mère ?» Sans hésitation, j'ai répondu fermement « Je porte plainte pour abandon d'enfant. » Bailey a hésité. Elle a dit « Je comprends que tu sois en colère, mais es-tu sûr de vouloir porter plainte contre ta mère ? Peut-être lui donner une chance de réparer les choses. » Entendre ces mots m'a légèrement déçu, car même ma femme ne saisissait pas pleinement la gravité de la situation. Quelques secondes plus tard, j'ai regardé droit dans la caméra et j'ai dit « Elle a utilisé notre fille, un enfant de 5 ans, comme un outil de vengeance. C'est impardonnable. » Bailey est restée silencieuse un long moment. Puis elle a acquiescé à ma décision. Avant de terminer l'appel, elle a parlé d'une voix étranglée, « Tu as raison. Alani passe avant tout. Je soutiendrai la décision que tu prendras. » À cet instant, j'ai senti le soutien total de ma femme, et j'ai su que je n'étais pas seul dans ce combat. 2 jours après que tout se soit passé, quelque chose de vraiment miraculeux s'est produit. Monsieur Marcel Dubos m'a appelé. D'une voix chaleureuse, il a dit « Holden, j'ai réfléchi à notre réunion de l'autre jour. Le fait que vous soyez parti pour vous occuper de votre fille m'a montré quel genre de père vous êtes. » Surpris, j'ai demandé « Que voulez-vous dire ?» Sans la moindre hésitation, Monsieur Marcel a répondu « Je veux signer cet accord avec un homme qui valorise la famille et la responsabilité comme vous. Rencontrons-nous demain après-midi pour tout finaliser. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. L'après-midi suivant, le contrat de 700 000 $ a été officiellement signé. Mais ce qui m'a encore plus touché, c'est ce qui s'est passé ensuite. Monsieur Marcel a demandé s'il pouvait venir chez moi. Il a dit sincèrement « J'aimerais rencontrer la petite fille pour laquelle vous avez quitté la Réunion. » Ému au-delà des mots, je l'ai accueilli chez nous avec une profonde gratitude. Quand Monsieur Marcel a rencontré Alani, il lui a apporté un cadeau spécial, une poupée française classique vêtue d'une robe en velours vert avec des cheveux blonds dorés. D'une voix douce, il lui a dit « Ceci est un cadeau de la lointaine France pour une courageuse petite princesse. » En entendant cela, Alani a rayonné de joie et a dit « Merci. Je l'aime tellement. » Après qu'Alani se soit enfui pour jouer avec sa nouvelle poupée, Monsieur Marcel s'est assis à côté de moi et a demandé « Cela vous dérangera-t-il de me raconter ce qui s'est passé ?» Face à une demande que je ne pouvais refuser, j'ai partagé toute l'histoire de ma mère abandonnant Alani au parc. Quand j'ai terminé, Monsieur Marcel a secoué la tête avec incrédulité. D'un ton sérieux, il a dit « Holden, vous avez bien fait de protéger votre fille. Un vrai homme met toujours sa famille en premier. Vous êtes un père merveilleux. Je suis fier de travailler avec vous. » À cet instant, j'ai eu l'impression d'avoir gagné plus qu'un simple partenaire commercial, j'avais trouvé quelqu'un qui comprenait vraiment et soutenait ma décision. Le lundi suivant, avec le soutien total de Bailey et des preuves claires de notre côté, j'ai décidé d'engager un avocat et de commencer la procédure judiciaire. J'ai contacté Elisabeth, une avocate chevronnée spécialisée dans la protection de l'enfance et le droit de la famille, avec 15 ans d'expérience à Denver. Elisabeth était une femme de 42 ans, avec des yeux vifs et intelligents et une attitude profondément compatissante. Après avoir entendu toute l'histoire, elle a secoué la tête avec incrédulité.
C'est l'un des cas les plus graves que j'ai jamais vus, a-t-elle dit. Utiliser un enfant comme pion pour une vengeance personnelle est inacceptable. Ces mots m'ont procuré un sentiment de réconfort. J'ai demandé, avons-nous suffisamment de preuves pour porter plainte? Après une brève pause, Elisabeth a répondu, nous avons le rapport de police, les images de vidéosurveillance du parc et la déclaration d'Alani. Je crois que nous avons un dossier solide. Au cours de la semaine suivante, Elisabeth a travaillé avec diligence pour rassembler toutes les preuves nécessaires. L'officier Johnson s'est montré coopératif et a fourni un rapport détaillé sur l'état d'Alani lorsqu'elle a été retrouvée. Les images de vidéosurveillance montraient clairement ma mère conduisant Alani dans le parc à 15h05, lui parlant quelques minutes, puis s'éloignant, la laissant seule à 15h15 précise. En regardant les images, j'ai vu Alani essayer de la suivre brièvement, mais ma mère ne s'est jamais retournée. Cette image m'a brisé le cœur. Elisabeth a également obtenu une évaluation psychologique du thérapeute d'Alani. Le rapport indiquait qu'après l'incident, Alani présentait des signes de stress et d'anxiété chaque fois qu'elle était séparée de nous. Après 2 semaines de préparation, Elisabeth a intenté une action en justice contre ma mère, l'accusant de mise en danger d'enfant, de violence psychologique et d'abandon. Des réceptions de l'avis de poursuite, ma mère a engagé son avocat et a tenté de nier toutes les accusations. Son avocat a ensuite contacté Elisabeth, essayant de négocier un règlement à l'amiable, mais j'ai refusé. J'ai dit à Elisabeth, je veux que cette affaire soit traitée publiquement. Personne ne devrait être autorisé à faire du mal à un enfant et à s'en tirer sans conséquence. Elisabeth a acquiescé sans hésitation, et nous avons poursuivi l'action en justice. Une semaine après le dépôt de la plainte, une vague de pression de la part de la famille élargie a commencé à se faire sentir. D'abord, il y a eu un appel de tante Margie, la sœur cadette de ma mère. D'un ton irrité, elle a dit, « Holden, j'ai entendu dire que tu poursuis ta mère en justice. Comment as-tu pu faire ça ?» En entendant cela, j'ai répondu calmement, « Tante Margie, sais-tu qu'elle a abandonné Alani dans un parc ?» Elle a répondu, « N'empêche, c'est ta mère biologique. » Cette réponse a provoqué une vague de colère en moi. J'ai dit, « Elle m'a peut-être donné naissance, mais je ne permettrai à personne de faire du mal à mon enfant. » Après cet appel, plusieurs autres parents ont pris contact, exprimant le même sentiment. Oncle David, le frère aîné de ma mère, a même dit, « La famille ne devrait pas se traîner mutuellement en justice. Tu devrais abandonner les poursuites. » Ce week-end-là, la chose que je redoutais le plus s'est produite, ma famille élargie s'est présentée chez moi. Tante Margie, oncle David et près de 10 autres parents se tenaient à ma porte à 10h du matin un dimanche. Quand j'ai ouvert, tante Margie a immédiatement dit, « Holden, nous sommes ici pour te demander de reconsidérer ta décision de poursuivre ta mère en justice. » Oncle David a ajouté, « Elle a 60 ans maintenant. Tu ne peux pas sérieusement vouloir la mettre en prison. » En entendant cela, mon sang a commencé à bouillir. D'une voix froide, j'ai dit, « Est-ce que l'un d'entre vous sait seulement ce qu'Alani a traversé ?» Un des autres parents est intervenu, « C'est une enfant, elle oubliera. Mais si tu poursuis ta mère en justice, cette famille sera brisée pour toujours. » C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis sorti, je les ai tous regardés droit dans les yeux et j'ai crié, « Et si c'était votre enfant qui avait été abandonné dans un parc? Parleriez-vous encore de pardon alors ?» À ces mots, tout le groupe s'est tu. J'ai continué, « Je n'ai pas besoin d'une famille qui ne peut pas protéger ma fille. Rentrez chez vous et ne revenez pas. » Puis je suis rentré et j'ai claqué la porte derrière moi, laissant mes parents stupéfaits sur le porche. À cet instant, je savais que je venais de perdre toute une famille élargie, mais je n'avais aucun regret d'avoir défendu ma fille. 3 mois plus tard, le procès a eu lieu au tribunal du comté de Denver. En raison de la gravité de l'affaire, quelques journalistes locaux étaient présents pour couvrir l'histoire. Ce jour-là au tribunal, Bailey et moi étions assis au premier rang. Alani n'a pas été autorisée à assister, pour la protéger d'un traumatisme émotionnel supplémentaire. Ma mère était assise de l'autre côté de l'allée avec son avocat. Le juge Robert Walsh, âgé de 58 ans et fort de 3 décennies d'expérience en droit de la famille, présidait l'affaire. Au début du procès, Elisabeth a fait une déclaration percutante, « Votre honneur, cette affaire ne concerne pas seulement l'abandon d'enfants, il s'agit de l'utilisation délibérée d'un enfant innocent comme outil de vengeance personnelle. » L'accusé a sciemment mis sa petite fille de 5 ans en danger pour se venger de son fils. En entendant Elisabeth parler, je me suis senti rassuré que traduire ma mère en justice avait été la bonne décision. Puis son avocat,
Marcus Thompson, a tenté de justifier ses actions. Votre honneur, ma cliente essayait simplement d'enseigner l'indépendance à sa petite fille. Elle n'avait aucune intention de nuire à l'enfant. Quand il a terminé, Elizabeth s'est levée et a fermement répliqué, laisser un enfant de 5 ans seul dans un parc pendant 30 minutes, puis rentrer chez soi, n'est pas une leçon d'indépendance. C'est de l'abandon. Ensuite, l'officier Johnson a été appelé à la barre. Il a donné un compte rendu détaillé de l'état d'Alani lorsqu'ils l'ont trouvée, terrifiée, sanglotante et complètement désorientée. Puis la salle d'audience a regardé les images de vidéosurveillance. Le clip d'Alani courant après sa grand-mère pour être finalement abandonnée a fait pleurer beaucoup de gens. La thérapeute d'Alani, Dr Sandra, a également témoigné. Elle a expliqué le bilan émotionnel que l'incident avait eu sur Alani. D'un ton sérieux, elle a dit, Alani montre des signes de troubles de stress post-traumatique infantile. Elle craint d'être séparée de ses parents, fait des cauchemars fréquents et demande souvent, est-ce que mamie va encore me laisser seule? Entendre cela m'a de nouveau brisé le cœur. Finalement, ma mère a été appelée à témoigner pour sa défense. Elle a continué à essayer de justifier ses actions. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait laissé Alani, elle a répondu, je voulais que mon fils sache ce que ça fait de perdre un enfant, tout comme j'ai perdu Graham quand il a mis son frère en prison. Ces mots m'ont profondément blessé. Clairement, elle ne comprenait toujours pas la gravité de ce qu'elle avait fait. Après que les deux parties eurent présenté leurs arguments, le juge Walsh a suspendu l'audience pendant 45 minutes avant de rendre le verdict. À son retour, il a lu le jugement d'une voix sévère, le tribunal estime que l'accusé a délibérément abandonné un enfant et a causé un préjudice psychologique important à une mineure innocente. Compte tenu de son âge, le tribunal condamne Viola Morrison à 12 mois de probation, une amende de $10 000 et une ordonnance restrictive de 5 ans lui interdisant tout contact avec Alani Morrison. En entendant ce verdict, j'ai eu l'impression qu'un poids énorme m'avait été enlevé des épaules. À cet instant, j'ai su qu'Alani était enfin en sécurité et que justice avait été rendue. 6 mois après le procès, nos vies sont progressivement revenues à la normale et, à bien des égards, sont devenues meilleures qu'avant. Grâce à des soins psychologiques professionnels, Alani s'est régulièrement rétablie. Elle est redevenue l'enfant heureuse et brillante qu'elle était. Plus important encore, elle a réappris à faire confiance. Avec un sourire radieux, Alani disait souvent, « Papa, je sais que toi et maman me protégerez toujours. » Chaque fois qu'elle disait cela, je la prenais dans mes bras et répondais, « C'est vrai, ma chérie. Papa et maman ne laisseront jamais personne te faire du mal. » Après tout ce qui s'était passé, Bailey a décidé de réduire ses longs voyages d'affaires pour passer plus de temps avec sa famille. Elle est passée au télétravail et ne voyageait que pour de courts séjours lorsque c'était nécessaire. Un soir, alors que nous étions tous les trois assis autour de la table du dîner, Bailey a dit, « Je ne veux plus manquer de moments avec Alani. La famille compte plus que n'importe quelle carrière. » En entendant cela, je lui ai pris la main et j'ai dit, « Merci d'avoir toujours été à mes côtés pendant l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais eu à prendre. » Quant à ma mère, Viola, nous avons complètement coupé les ponts. Elle a essayé d'appeler et a envoyé plusieurs messages d'excuses, mais je suis resté ferme dans ma décision. Quelques parents ont continué à prendre contact occasionnellement, mais ils ont fini par arrêter quand ils ont vu que je ne cédais pas. Même quand quelqu'un disait, « Holden, c'est toujours ta mère », je n'hésitais jamais à répondre, « Une vraie mère ne fait pas de mal à sa petite fille pour se venger. » Graham a été libéré de prison le mois dernier dans le cadre d'un programme de clémence. Il m'a appelé pour s'excuser de tout ce qui s'était passé et a exprimé des remords sincères pour ce que notre mère avait fait à Alani. Graham a dit d'une voix calme et honnête, « Je suis désolé pour tout ça. Je n'aurais jamais pensé que mes erreurs mèneraient à quelque chose comme ça pour Alani. » Je lui ai dit, « Tu as assumé la responsabilité de tes actes. Maintenant, il est temps de te concentrer sur la reconstruction de ta vie. » Il travaille actuellement dans un atelier de menuiserie et semble avoir appris d'importantes leçons sur la responsabilité. Néanmoins, je garde mes distances et ne maintiens qu'un contact limité. Le travail a également prospéré. L'accord avec M. Marcel a ouvert la voie à plusieurs nouveaux partenariats internationaux. Il me recommande fréquemment à d'autres partenaires et loue toujours mon intégrité et mon sens des responsabilités. Lors d'un appel récent, M. Marcel a dit, « Holden, nos partenaires font confiance à un homme qui défend ses principes. Mais par-dessus tout, nous avons appris à construire une petite famille solide, où l'amour et la protection passent avant tout. Nous organisons des soirées familiales le week-end avec pizza, dessins animés et jeux de société. Alani comprend maintenant que la vraie famille, ce sont les personnes qui vous soutiennent et vous protègent,
pas seulement celles qui partagent votre sang mais qui vous font aussi du mal. Hier encore, alors qu'elle jouait avec la poupée que Monsieur Marcel lui avait offerte, Alanie m'a demandé, « Papa, pourquoi certaines personnes ne savent-elles pas aimer de la bonne manière ?» Je l'ai serré contre moi et j'ai dit, « Tout le monde ne sait pas aimer de la bonne manière, mais papa et maman t'aimeront toujours correctement en te protégeant de tout ce qui est mauvais. » Elle a hoché la tête et a appuyé sa tête contre ma poitrine. À cet instant, alors que je la tenais serrée, je savais que traduire ma mère en justice, aussi douloureux que cela ait été, était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ceci met fin à mon histoire. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec la décision que j'ai prise. Certains diront peut-être que j'ai été trop dur avec ma mère, d'autres croiront peut-être que la famille devrait toujours pardonner. Mais voici ce que je veux dire, lorsqu'un enfant innocent est utilisé comme une arme de vengeance, lorsqu'une grand-mère peut abandonner sa petite fille de 5 ans dans un parc pour donner une leçon à son fils, une limite a été franchie. L'amour familial ne signifie pas tout accepter, peu importe à quel point c'est mal. Parfois, protéger les plus vulnérables, en particulier les enfants, est plus crucial que de maintenir des relations toxiques. Je n'ai aucun regret concernant ce que j'ai fait. Alanie mène maintenant une vie sûre et heureuse, entourée de personnes qui l'aiment et la protègent sincèrement. C'est ce qui compte le plus. À tous les parents qui regardent ceci, je veux dire, faites confiance à votre instinct pour protéger votre enfant. Ne laissez jamais personne, aussi proche soit-il, faire du mal à votre enfant. Les enfants doivent être protégés, pas utilisés comme des pions dans les batailles des autres. Aujourd'hui, quand je vois Alanie rire en toute sécurité au sein de notre petite famille, je sais que j'ai fait le bon choix. Parfois, l'amour véritable signifie prendre des décisions difficiles, et je prendrai à nouveau cette décision si cela signifiait assurer la sécurité de ma fille. Avant de terminer cette histoire, je veux vous poser une question, ai-je eu tort de traduire ma mère en justice? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux sincèrement connaître votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager l'histoire si elle vous a touché. Merci, et à la prochaine fois pour une autre histoire.